Je précise que ce festival a été calé sur les disponibilités du réalisateur. C'est vrai, c'est qui part à New York bientôt. Et en fait, on voulait faire ce festival cette année si on avait Miséricorde, parce qu'on aime beaucoup de films. Et on aime beaucoup d'auteurs, dont je suis censé dire qu'il est en retard, mais en fait il vient d'arriver, mais en fait il est en retard. On comprenne qui pourra. Par contre, vous pouvez applaudir le producteur et distributeur Charles Gilbert des films de Losange. Un mot sur le fait que, quand même, on vit des temps prodigieusement réactionnaires. Je dis ça parce que j'ai regardé CNews News ce matin. Il ne faut pas faire ça le matin, parce que ça met dans un état bizarre. Et que quand même, ce film-là, vous allez voir, est le meilleur antidote à l'ère réactionnaire du moment. Parce que alors là, si vous venez avec des enjeux moraux sur ce qui se fait pas, vous allez être un tout petit peu bousculé. Le film vous emmène vraiment ailleurs, et en fait, plus personne n'ose faire ça. Donc le film est réellement une espèce de libération du spectateur. Donc prenez bien l'air, et on se rejoint tout à l'heure avec Alain Guiraudy. Merci beaucoup. Alain Guiraudy. Bonsoir, merci. Je vais dire c'est pas plein, mais c'était les places du jury, ça, d'accord? Ouais. Ok. On a croisé déjà. Oui, le jury. C'était plein, c'était plein. Le jury est très nombreux. Il y a deux jurys. Au festival, hein, on est d'accord. 18. Merci d'être là. Bon, merci de m'avoir invité. Ça nous fait très plaisir. Donc, ça y est, on a fait les formalités, les gentillesses d'usage. On va parler du film un peu. Je pose 3-4 questions et après on relaie avec la salle. Non, je veux bien vraiment tout simplement que tu nous dises quelle est la toute première chose à laquelle tu es pensé pour aller vers cette question de miséricorde. Parce que quand on voit le film, on se dit peut-être qu'il est parti du personnage du curé. Mais c'est... Oh, oui, c'est pas faux. Ouais. C'est toujours compliqué de trouver la première chose d'où on est parti, quoi. Je ne sais pas. Mais effectivement, non, je pense que le curé a un rôle assez essentiel. Je pense que la première, généralement, quand j'écris un film, je pars du début et puis je continue par le milieu et j'arrive. C'est vrai, vraiment? Non, mais c'est rare. Donc, je pense que la première idée, c'est effectivement un mec qui revient dans pas son village natal, mais dans un endroit où il était dans le village de sa prime jeunesse, on va dire, quoi. Voilà. Et après, il y a quand même toute cette idée de qu'est-ce qu'on fait d'un assassin, qu'est-ce qu'on fait de meurtre, est-ce qu'on se traîne mal sa culpabilité. Je pense qu'il y avait aussi cette idée de... Je pense qu'il y avait aussi ce truc qui est pas... Alors c'est pas fondamentalement une idée de film, mais quand même, quoi, ce motif que je travaille depuis pas mal de temps, quoi, cette espèce de basculement entre tragédie et comédie, entre légèreté et gravité, ou entre de traitement de grosses questions, tout en état par moment, qui se juxtaposent à des choses qui ne sont pas loin du théâtre de boulevard, quoi. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y avait, c'est tout un ensemble de choses, quoi. Est-ce que je reviens à mon curé quand même? Oui, je pense qu'on peut passer pas mal de temps sur le curé. On va passer le temps sur le curé. De toute façon, en plus, moi, ça reste mon personnage préféré. Oui, j'imagine bien, oui. Y compris Cunu dans sa dernière présentation. Parce que, non, mais ce qui est impressionnant, c'est que ce personnage qui au départ est quand même, comment dire ça, à la fois bienveillant, dans des rapports assez conventionnels avec les différents personnages, va quand même gagner en épaisseur, en personnalité, en singularité, jusqu'à devenir à un moment presque ton porte-voix. C'est pour ça que je me demandais si tu étais parti de là. Dans la grande séquence sur la miséricorde, justement, sur la question du pardon, de la culpabilité généralisée, etc. Là, tout à coup, on est pour le coup dans des espèces d'énonciations, de discours même, qui
qui sont probablement des... Oui, je prends, oui, effectivement, il prend en charge pas mal de choses que je peux penser, sur lesquelles je me questionne, oui, de tout le questionnement, enfin, même toute la remise en cause, effectivement, de la morale en vigueur, quoi. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est central dans le projet, quoi, voilà. Mais même le confessionnal, même tout ça, quoi, je pense que effectivement, c'est une des plus belles scènes de l'année. Hein. Ah oui, le retournement. Non, mais vraiment. Je ne vois que 443 films par an, mais je t'assure que cette scène-là que j'ai revue hier, elle est extraordinairement écrite et jouée. Tu es parti d'une idée singulière, il y a une espèce de dialogue avec des scènes antérieures, qu'est-ce qui fait que tu l'écris de façon aussi juste? C'est bizarre cette question, mais... Qu'est-ce que... Après, non, je ne sais pas comment... Il y a déjà le principe d'inversion des rôles, quand même. Oui. Voilà, oui, je pense que déjà, là, il y a une bonne idée de départ, effectivement. C'est de le faire, c'est d'avoir le curé qui décide de se confesser. Non, c'est une déclaration, oui, voilà, bon, il y a une déclaration, il y a... je sais pas, on part de la solitude du bonhomme, et puis non, le truc qui fonctionne bien, je pense, c'est on se déclare tout en se déclarant pas, et puis et pareil pour l'assassin, quoi. Il y a une déclaration d'amour interrogatoire, quoi. Je pense que ce qui fonctionne bien, c'est de ça aussi, quoi. Le fait que les choses soient complètement sans se répondre non plus, ou en répondant à côté, voilà. Et alors, cette scène est tellement bien écrite qu'à cet endroit-là, même si c'est une formidable réussite de cinéma, on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que tu décides que ce sujet-là, c'est un sujet de film plutôt qu'un sujet de roman, puisque maintenant tu alternes les deux activités? Déjà, disons que ça a été un sujet de roman, et c'est un sujet de film aussi. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que... déjà, ça se traite pas de la même façon, en fait, voilà. Donc, dans le roman, ça s'intercale avec d'autres trucs, avec d'autres péripéties, et puis bon, et puis surtout, ça se raconte dans la tranche de mec, quoi. Voilà, ça se raconte à la première personne, et puis avec tout un questionnement intérieur et beaucoup de turbulences et de turpitude intérieure. Et le film, disons que finalement, ça se resserre, quoi. Ça se resserre autour de quelques personnages, autour de, en l'occurrence, ils sont 5 ou 6, et autour d'une scène, et sur des lieux sur les qu'on n'arrête pas de parcourir. Et après, bon, c'est toujours la même évidence, quoi. C'est la littérature, c'est pas pareil que le cinéma. Les choses se jouent, je trouve, les choses se jouent pas tout de la même façon. La littérature, on arrive, soit moi, je peux y aller, j'ai mon imagination qui peut galoper, laisse en place à de la digression, soit, alors qu'au cinéma, quand même, on fonctionne forcément avec du réel, les gens s'incarnent quand même, les personnages s'incarnent d'une autre façon. Il y a des comédiens quand même qui interviennent là-dedans, et puis c'est pas une mince affaire, quoi. Les comédiens aussi deviennent... les comédiens portent les personnages autrement, quoi. Voilà. Je pense que disons que pour moi, les personnages ne sont pas du tout les mêmes dans le film que dans le roman, quoi. Et c'est bien que tu situes le roman plutôt du côté de la digression, puisque la particularité quand même de l'écriture ici, c'est effectivement ce jeu de... Il n'y a pas tant de personnages que ça, et on les retrouve chaque fois dans des endroits différents, ou à des moments différents, dans le timing des visites, par exemple. Il y a une extrême rigueur, en fait, dans le jeu, des variations autour des relations entre ces personnages, autour de leur surgissement. Je pense en particulier aux visites nocturnes, qui vont être faits à des timings différents ou par des personnages différents. Et donc il y a un vrai plaisir de la variation
presque dans la logique burlesque, mais il y a une dimension burlesque dans le film. Ouais, Oui. Même théâtral, hein, je pense qu'il y a un dispositif lié à l'art dramatique, mais même je parlais de théâtre de boulevard, quoi, j'assume ça assez clairement, quoi. Enfin, même s'il y a une alternance entre les deux, quoi, art dramatique, théâtre de boulevard. Mais je pense que d'ailleurs, oui, ce film a pu avoir avec la tragédie. Enfin, et puis j'aime bien parler de tragédie grecque, j'aime bien parler de mythologie, quoi. Il y a quand même, on peut penser, oui, je trouve qu'il y a, enfin, comment dirais-je, oui, il y a tout un contexte, il y a quelque chose de très édifiant dans le film, mais bon, c'est pas interdit de penser à des mythologies qui nous sont plus proches, qui sont plus du côté de la religion catholique, comme... je n'avais pas pensé à l'écrivain, mais je sais que déjà il pense, on peut penser à Abel et Caïn, quoi. Il y a comme deux presque frères, quoi, qui se déchirent, quoi. Enfin, et un qui assassine l'autre, quoi. Et après, c'est vrai que comment dirais-je, j'aime bien, moi, cette idée de resserrer les choses, d'épurer, et puis finalement, même, les gens arrivent, on n'a pas besoin de retracer tout leur parcours, les gens arrivent, voilà, on se croise dans les bois. J'aime beaucoup cette idée-là, quoi, que finalement, on se croise là où on est, quoi, et les gens arrivent. Après, l'idée, c'est de ne pas trop le faire, de jouer, gros coup de théâtre, quoi, ou que ça ne fasse pas trop théâtre, parce que c'est vrai qu'à l'écriture, sur le scénario, quand même, on pouvait avoir l'impression que, attention, ouais, ça ferait très théâtre. Mais bon, voilà, il y a une... Après, c'est ce qui s'appelle, voilà, de la mise en scène, quoi. L'idée, c'est quand même de faire fonctionner tout ça, quoi, voilà. Mais parce que moi, j'imagine que si j'avais lu le scénario, je pourrais me dire, attention, dans ces jeux de variation, il pourrait y avoir un truc un peu mécanique. Or, je trouve que le film ne l'est pas du tout. Il n'est pas du tout parce que d'abord, il y a la question de l'incarnation des acteurs, qu'on a évoqué, qui donnent tout à coup une espèce de chair et qui incarnent la question de la circulation du désir, qui est quand même une des questions centrales du film. Et ensuite, qu'il y a une puissance de l'image et des lieux, et de l'atmosphère, et de la présence des bois en particulier, puisqu'on les a à nous, qui tout à coup donnent cette respiration, qui nous font échapper à cette mécanique que j'évoquais. Ouais, tu veux dire, oui, c'est vrai, de fait, oui, ça rend moins, tout ça moins théâtral, oui, mais de toute façon, oui, ça passe par, je pense que ça passe beaucoup par le découpage aussi, par l'idée que, comment dirais-je, c'est que le découpage du film, on l'a fait de façon, moi je sais que j'avais pensé de façon assez rigoureuse, enfin, à la fois rigoureuse et relâchée, mais quand même avec toujours cette idée que les gens doivent être, dès qu'on filme quelqu'un, ça doit être dans le point de vue de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'est-à-dire que même quand il est dans la forêt, qu'il marche seul dans la forêt, l'idée c'est quand même que potentiellement, enfin, garder toujours ça, l'idée que potentiellement il pouvait être observé par quelqu'un, quoi, sans forcément faire bouger la caméra ou autre, mais ça pouvait être quelqu'un, genre le curé, ou un cueilleur de champignons. Et après, même dans les scènes de repas, quoi. L'idée, c'était quand même de toujours être dans le regard de quelqu'un et de travailler un peu cette espèce de subjectivité, la façon qu'on a de regarder les gens. Après, alors ça passe par... ça passe par la distance de la caméra, ça passe aussi par du cadre, par les valeurs de cadre. Je pense que j'ai jamais fait autant de gros plans dans un film, quoi, voilà. Et puis surtout même les valeurs de gros plans qui sont, je veux dire, généralement, moi le gros plan c'était des plans poitrine, là c'est quand même des plans qui sont assez serrés, quoi. Il y a un côté, ouais, voilà, comment je pense qu'il y a une caméra un peu désirante quand même, quoi, par rapport au personnage, quoi, voilà. Et après, je parle de désir, quand on parle de désir qui circule dans le film, on n'est pas forcément dans le désir sexuel, on est aussi dans le désir tout court, quoi, voilà, donc... et oui, je pense qu'effectivement, tout ça nous sort du théâtre filmé, quoi, voilà, je me dis ça. On peut s'arrêter 2 minutes sur le désir, parce que quand même c'est un des motifs centraux du film, y compris parce que ça résonne avec l'homélie du curé au tout début, qui évoque le fait que tout est amour, que le personnage était amour, tout ce qu'on attend les uns des autres, tout ça c'est l'amour.
Et en fait, quand même, un des trucs saisissants dans le film, je trouve, c'est de réussir à nous convaincre qu'il y a du désir entre tous, que le désir est transmissible, que donc, par exemple, on peut éventuellement avoir désiré le père et du coup désirer les gens que le père a désirés, ou réciproquement, qu'il y a une espèce comme ça de jeu presque mathématique de se dire que toute personne qui a désiré quelqu'un est susceptible de désirer quelqu'un d'autre qu'il aurait désiré. Et donc le film, du coup, devient une espèce de grand tourbillon du désir, jusqu'à quand même une sorte d'apothéose par le biais du personnage du curé. Mais qui du coup donne au film une espèce de générosité et de comment dire ça, de puissance dans une époque où quand même la question de la représentation du désir est assez bridée, dans laquelle on est plutôt du côté de l'ordre et de la loi que du désir vital, ce qui donne probablement aussi une force politique au film. Ouais, débrouille-toi. T'as un peu tout dit. Après, je ne sais pas si... disons que moi, comment dirais-je, effectivement, le désir, je pense, passe plus par... je passe plus par ma façon de regarder un peu tout ce monde-là, quoi. Voilà, je pense que c'est pour ça que je parlais de caméra désirable, parce que finalement, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir fait un film non plus où tout le monde désire tout le monde, quoi. Voilà, on entreprend sur théorème, quoi. Je suis désolé, il couche un peu à une personne dans le film. Oui, enfin, voilà. Il y a des lits communs, mais il couche pas. Je veux dire, oui, il a envie de Walter. Après, moi je suis quand même avec Vincent, alors je veux bien que, il y a de la bagarre, que effectivement quand on se bat, c'est aussi une épreuve physique, mais pour moi il n'y a pas forcément de désir entre eux. Avec Martine, c'est quelque chose qui se met en place peu à peu, quoi. Alors effectivement, il prend la place du mari, il prend la place du fils, mais il n'y a pas tant de préméditation que ça, quoi. Voilà. Je suis pas... j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui marche avec le regard que moi je porte sur eux, quoi. Voilà, que c'est moi qui fais un peu le lien entre tout ce monde-là, quoi. Voilà. Et après, ça m'intéresse énormément, effectivement, tout le jeu de... parce que il y a le désir, mais aussi il y a quand même tout le jeu de méfiance, défiance, le jeu de je raconte des histoires, et moi je viens te croire, mais bon, quand même, il n'empêche que, voilà, il y a tout un truc entre, qui se joue entre les non-dits, tous les non-dits qu'on peut se trimballer dans ces histoires-là, et puis tout ce que... tout effectivement, toute la... une forme de vraie tendresse que je peux avoir pour tout ce monde-là, quoi. Voilà. Et après, je pense aussi ce qui compte beaucoup ce qui marche particulièrement bien, j'ai l'impression, c'est aussi, on va dire, tout ce côté érotisme sans sexe, ou sensualité sans sexe, sensualité, désir qui ne se concrétise pas, qui ne s'assouvit pas, qui ne se résorbe pas dans le sexe, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi... j'ai l'impression quand même qu'on passe le film à se demander qui va coucher avec qui, et que finalement nécessairement ça induit une certaine tension qui irradie un peu, voilà, qui fait qu'effectivement je pense qu'on le ressent encore plus, toute cette circulation c'est vrai que je mets le non-dit, je mets le non-dit, le désir, je mets la méfiance, je mets un peu tout ça dans le même sac, quoi. En tout cas, ça circule entre tout ce monde-là, quoi. Avec un geste quand même assez politique là aussi, et en contrepoint de l'image de la société de consommation dans sa gestion du désir, qui est que tous les corps sont désirables. Hein. Ça se voit en particulier dans la scène, qu'on voit dans tes autres films, hein, par ailleurs.
Mais qui fait partie des réjouissances du film, vraiment. Oui. Je dis pas ça en tant qu'obèse, mais quand De même. toute façon, oui, il y a une érotisation Forte, de quand il y a un film grossophile, je salue. Comment? Il y a un film grossophile, je C'est un salue. côté grossophile, ouais. Ben, c'est vrai que quand il enlève son pull, qu'on le voit en scène, forcément, Ça stimule. Ouais, ça fait un truc, quoi, voilà. C'est sur une sensation, quoi. Voilà. Ouais, avec la nouveauté qui est qu'il se prend un joli râteau quand même. Oui, c'est vrai, c'est nouveau chez toi, oui. C'est sacrément éconduire. Oui, il y a quelques années, ouais, ça aurait mieux fini que ça, quoi, cette affaire. Comment dirais-je? Non, mais ça fait partie aussi de ce que je disais précédemment, quoi. Il y a un côté... c'est bien que ça se passe pas, quoi, je trouve. C'est bien que ça, qu'on en reste là, quoi. Et en plus, je crois peut-être que j'ai aussi un peu envie d'être peut-être un peu plus en conformité avec le monde réel, quoi. Ça se passe un peu plus comme ça, quand même. Dans le monde réel, quoi, voilà. Donc, c'est dans la campagne que je connais, quoi. Oui, très bien. Alors, disons que je pense qu'il y a une vingtaine d'années, ou même il y a 10 ans, je faisais encore des films qui s'accordent, j'essayais de dépeindre des mondes qui s'accordent à tes désirs. À mes désirs. Là, je vais faire des films qui s'accordent un peu La réalité. à la réalité, quoi. Mais en même temps, c'est marrant parce que je le dis aussi, enfin, là, j'ai vraiment envie de le dire, c'est que c'était aussi le principe de ce vieux rêve qui bouge, quoi. Ce vieux rêve qui bouge, par exemple, où il y avait pareil une histoire de désir de gens qui se tournaient autour, en fait, c'était à trois, mais là, c'est vraiment, ça se tournait vraiment autour et ça se draguait réellement et les personnes ne couchaient avec personne à l'arrivée. Et je trouvais que c'était la bonne idée aussi de terminer le film comme ça, quoi, avec juste, on terminait comme ça sur des histoires une sorte d'amitié, d'amour-amitié, ou en tout cas de désir qui n'allait pas finalement se concrétiser dans le sexe. Et on finit par se donner la main. Oui, exactement. Ouais. L'autre beauté, jouissance du spectateur, si j'ose dire, c'est quand même le plaisir de la fiction. En particulier à cause des personnages accusés et de la méfiance que tu évoquais, qui est que chaque fois il est obligé d'ajouter de nouveaux détails qui peuvent être absolument écartés de la réalité ou qui tout à coup ramènent au réel et donc nous font craindre à nous qu'ils finissent par cracher le morceau jusqu'au surgissement du curé qui va nous embarquer sur une autre fiction évidemment. Et ouais, ça c'est le côté un peu jubilatoire du film quand on écrit le film soi-même, que finalement, de toute façon il joue un peu le rôle du scénariste, là, Jérémy, quoi, puisqu'il est toujours en train effectivement de reconstruire l'histoire, de re-raconter l'histoire de manière à ce qu'il a raconté avant tienne debout par rapport à des éléments nouveaux qu'on lui sort, quoi. Sans trop savoir qui parle avec qui et ce que disent les gens entre eux. Ouais, de toute façon, toujours en s'enfonçant, quoi. Voilà. Alors, j'aime bien dire qu'effectivement, normalement, il aurait été jeté la bagnole de Vincent dans sa bagnole dans un ravin et ça aurait été réglé, quoi. C'est vrai qu'il ne s'est pas simplifié la vie dès le départ. On a laissé la bagnole à la gare. Bon, voilà. Que dire là-dessus? Non, oui, c'est assez jubilatoire. Et puis même, oui, finalement, au bout d'un moment, les interrogatoires et les questions qui se reposent. Et puis les non-dits qui sont dits devant tout le monde. Quoi. Voilà, il y a tout un jeu qui est assez... qui était assez... tout ça est très plaisant à écrire. Et à tourner sans doute aussi, non? Et à tourner un peu moins. Ah, c'est vrai. Moi, je me suis dit que vous étiez marré un peu au tournage, non? Je pense. Non? Moi, je trouve ça assez chiant, les tournages. Ah, ok. C'est bien choisi ton métier. Je peux pas... on répète. Des séquences comme les 8 autour de la table, quoi. C'est pendant toute une journée, ils refont la séquence une cinquantaine de fois. Voilà, bon. Donc, heureusement, les comédiens aiment bien ça, quoi. Voilà, moi, c'est mon boulot, je le fais, je regarde. Puis quand même, il y a toujours des trucs qui clochent, donc il y a des trucs à rectifier. Donc voilà, on arrive. Mais, ouais, effectivement,
voilà, oui, je préfère quand on est dans les bois, je préfère les bagarres, voilà, la bagarre dans les bois, ça me plaît bien, quoi. Et encore, voilà, c'est beaucoup plus laborieux que ce que vous voyez évidemment sur l'image. Non, c'est très plaisant. En fait, c'est très plaisant à écrire. C'est assez plaisant à préparer. Moi, j'aime beaucoup toute la phase de préparation, même le casting, le choix des comédiens, les répétitions. Et après, c'est super plaisant en montage. Tout sauf le tournage. J'aime beaucoup préparer un film, j'aime beaucoup avoir fait un film. Voilà, je l'ai tourné, c'est un peu plus compliqué. J'en pose une dernière et après on passe la parole à la salle. Tu as prononcé le mot tendresse tout à l'heure. Et en fait, moi, un des rares cinéastes auxquels le film me fasse penser, c'est un peu un contre-pied ou contrepoint, c'est les comédies d'Alfred Hitchcock. Il n'y en a pas 50, hein, mais dans les films comiques d'Alfred Hitchcock, y compris dans la dernière période anglaise ou du côté de Mr. et Mrs. Smith, des choses comme ça qui ne sont pas ces films les plus connus évidemment, il y a à la fois un travail sur le genre qui pourrait être le film noir ici, avec la dimension d'enquête policière, mais il y a aussi très souvent une espèce d'ironie et de légèreté et de jeu avec le spectateur. Sauf que toi, ce que tu réussis en plus, c'est d'être premier degré. Et ça, c'est hyper fort. C'est-à-dire d'être à la fois dans le je m'amuse, je joue avec les personnages, avec leurs relations, avec les doutes qu'on peut avoir nous, qu'ils ont entre eux, et en même temps, chacun existe pour lui-même, est sincère quand il parle. On croit au jeu des acteurs parce qu'ils sont tous formidables. Et le fait d'être à leur hauteur à cet endroit-là, dans un film aussi joueur, j'ai rarement vu ça. Bon, merci. Alors là, pour rebondir. Non, déjà, moi j'ai assez horreur du deuxième degré, quoi. Ouais. Enfin, je suis rarement deuxième degré, j'aime pas trop, même, j'aime pas du tout là, quand les comédiens commencent à avoir. Les comédiens qui ont conscience ou même les personnages, parce que les comédiens finalement, il ne faut jamais qu'incarner les personnes, qui ont conscience du tragique de leur existence ou du comique de leur situation, non, je n'aime pas ça, quoi. Je veux dire, moi, effectivement, on est comme on est, on ne se politine pas tout ça au quotidien, quoi. Donc, ouais, moi j'aime les gens premier degré. Troisième que je vois, Et puis après, ouais, c'était ça l'idée aussi de, je sais pas comment dirais-je, on a assez envie, enfin, moi je sais que j'apprécie ça quand même, quand je sais pas trop quoi en penser, quoi, que je suis un peu déstabilisé, quoi, et qu'en même temps, voilà, j'ai une certaine, je sais pas si le cinéma c'est la vérité, tant de fois que ça par seconde, quoi, mais qu'on ait une certaine vérité quand même, en tout cas même dans la fantaisie, je sais que ça m'intéresse, je me préoccupe toujours de la cohérence avec, alors pas forcément avec la réalité, mais en tout cas de la cohérence du film avec lui-même, quoi. Et donc, quand même, nécessairement, même s'il y a des choses totalement improbables, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient possibles, quoi. Voilà, qu'elles soient possibles, qu'elles soient crédibles, quoi. L'idée, quand même, c'est... Oui, je me dis qu'il y a quand même un contrat minimum avec le spectateur qui fait que quand même, on doit y croire jusqu'au bout, quoi. Bon, on va voir s'ils y ont cru. C'est parti. Bonsoir, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix des comédiens? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vois beaucoup de... généralement, je reprends les castings. Bon, déjà, j'écris pas en face à des comédiens ou des comédiennes. J'écris avec des personnages très très diffus en tête. Précis quelque part, mais en tout cas, ça encore... voilà, en tout cas, l'image est vraiment très 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 diffuse. Et donc, il y a un moment où effectivement il faut un peu trouver les gens pour incarner tout ce monde-là. Il y a le moment. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai toujours naïvement, je crois toujours que je
je vais les trouver, ces gens-là, quoi. Je vais trouver vraiment les personnages que j'avais en tête. Puis à un moment, je me rends compte que ces personnages n'existent pas, quoi, et que je pourrais chercher pendant très très longtemps, mais je ne les trouverai pas. Et il faut... alors bon, généralement, je n'ai pas trouvé d'autre façon de le dire, mais il faut que je fasse avec les gens que je trouve pas. Voilà. Donc, et bon, alors après... C'est marrant parce que ça reproduit assez, je pense, le processus de séduction, de drague, quoi, le rapport, le moment du casting, le choix des comédiens, même on fait, puis même ça reproduit beaucoup, même la drague par internet, quoi, voilà, on voit des 3 millions de scopes, on dit tiens, lui, c'est vachement bien, elle aussi, voilà, hop, on les voit, généralement c'est une directrice de casting ou un directeur de casting qui les voit pour moi. Et puis alors après, où est-ce que se fait la différence? Je sais que voilà, moi j'aime bien les comédiens qui arrivent, je sais que chez Félix, Kézil, ce que j'ai très vite, ce qui est très vite apparu, il y a un côté, c'est son aptitude à être à la fois, à incarner une grande complexité, voire une grande ambiguïté, tout en étant très simple dans son jeu, quoi. De surriture, et en même temps il est extrêmement complexe, il donne beaucoup de choses. Bon, ça c'est un peu une généralité, quoi, mais chez lui, ouais, j'ai été vraiment saisi par ça, quoi. Catherine Fro, c'est quelqu'un que disons que toujours pareil, Catherine, elle est à la fois, une comédienne, une des rares comédiennes de sa génération qui sont vraiment crédibles, je trouve, à boulangère dans un village de l'Aveyron, quoi, voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un de très populaire dans l'autre sens du terme, qui est que tout le monde la connaît, quoi, voilà. Et donc je sais que moi j'ai mis du temps quand même à la contacter, parce que je n'étais pas du tout sûr de mon coup, de pouvoir la fondre dans un casting d'inconnu, quoi, et puis que moi-même, j'arrive à croire qu'elle n'était pas Catherine Fro, mais qu'elle était Martine, quoi, voilà. Et puis, bon, voilà, je me suis convaincu petit à petit, on s'est rencontrés, tout ça, elle était OK pour jouer ce jeu-là, voilà, et puis on a fait des répétitions, voilà, ça. Donc ça a roulé, je trouvais que ça marchait bien aussi avec Félix, voilà. Jacques Develay, pour le curé, c'est quelqu'un qui s'est imposé très vite, voilà. Mais par contre, on a mis du temps à le trouver, quoi, voilà, parce que c'est pas un comédien qu'on voit beaucoup, voilà. Donc ouais, c'est un mélange de gens que j'ai vraiment rencontrés. David Ayala, je l'ai très vite eu en tête, voilà, parce que je l'avais vu dans un film qui s'appelle Sentinelle Sud. Et bon, il est plus habitué à jouer les caïds, dealer, chef de bande. Mais effectivement, et puis pareil, quoi, c'est le genre de physique qu'on a très peu dans le cinéma, quoi. Donc Jean-Baptiste Durand, le réalisateur de Chien de la Casse. Ouais. Et oui, Jean-Baptiste, ouais, lui, c'est pareil, alors lui, carrément, il a fait le casting incognito à Montpellier, enfin incognito, Chien de la Casse n'était pas apparu, n'était pas sorti, et voilà, donc il m'a raconté ça pendant le casting, mais sinon il était venu en tant que comédien, lambda, quoi. Non, voilà, ouais, oui, bon, grosso modo, voilà, je vois beaucoup de monde pour essayer de faire tout ça. Et de toute façon, je pense que déjà, c'est le gros, enfin, pour moi, c'est le gros du boulot de mise en scène, enfin, de direction d'acteur. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a choisi les comédiens, je pense que après, ça roule plutôt bien, je trouve. Pourquoi les bruits? Les morts et... C'est pas alors c'est étonnant, dans tous les débats, il y a le quart d'heure sur les champignons. C'est pas la foire à Montreuil quand même, le débat sur les champignons. C'est pas digne de nous, c'est ça? C'est pas digne de nous? C'est pas. Non, mais c'est marrant, c'est un truc de la campagne, quoi, les champignons. Non, alors non, c'est assez. Alors,
c'est là quand même que je suis très fort sur les champignons, quoi. C'est que, bon, moi j'ignorais que je suis vraiment dans la campagne, tout ça, hein, mais j'ignorais que les morilles, c'est qu'au printemps, qu'il n'y en a pas en automne. Et donc, il y a un comédien avec qui je faisais un essai qui était fortement pressenti pour le curé, mais qui n'est pas le comédien qui fait le curé, mais qui me plaisait bien, quoi. Donc on fait un essai, on fait le truc, et puis à la fin, hop, bon, il me dit, oui, par contre, alors moi j'ai venu du Jura, je suis très gastronome, je connais bien tout ça, il faut que je vous dise un truc quand même, les morilles, il n'y en a pas à l'automne, c'est qu'au printemps. Bon, je dis, ah merde, puis je dis, ah non, mais oui, mais justement, ça tombe bien, c'est encore plus louche qu'il y a des morilles qui poussent, voilà, donc normalement, c'est normal qu'il aille les enlever, tout ça, j'ai réagi quand même. Pas mal, quoi. Et donc, mais derrière, je me dis, je vais encore me faire attraper par les mecs de la Véronne, du Tarn, tout ça. Les débats, ils vont me dire, ouais, mais les morilles, il n'y en a pas. Donc, j'ai quand même, il ne fallait pas qu'ils aient l'air trop cons dans le film. J'ai fait dire aux gendarmes, c'est là que j'ai rajouté la réplique, oui, puis il me semblait bien que les morilles, c'est impossible, ça s'est jamais vu des morilles en automne. Donc, voilà. Et pour finir, j'apprends, alors là, j'apprends ça dans le Colorado aux États-Unis, que les morilles poussent sur une terre remuée. Donc vous voyez un peu quand même, comme le talent quand même. Hein. Voilà. Et puis les morilles, c'est bon, et, voilà, et je trouve que ça a une forme qui fait assez émanation d'un corps en putréfaction. Je dis pas ça pour vous dégoûter des morilles, mais bon. Il est mort, il est mort. Oh, il y avait plus, je pense qu'il y avait moyen de trouver plus phallique, ouais. Moi, je sais pas. Mais c'est... Bonsoir. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais moi j'ai beaucoup ri, hein, voilà. Mais c'est la forêt. On a l'impression que vous avez mis en scène les arbres. Ils sont magnifiques. Oui, je sais pas comment voilà. J'ai été fascinée moi, par les arbres de la forêt. Vous avez trouvé des lieux absolument magiques. Ou est-ce que vous avez quand même bougé un peu les branches, les arbres? Je sais pas si c'est incroyable. Incroyable. Ah ben merci, ouais. Non, alors, la forêt, ouais, déjà, c'est du gros boulot de repérage. Ouais, on a même, c'est marrant parce que j'allais dans ce village en me disant, parce que vous voyez, quand on arrive au début, on voit qu'il y a entouré de forêt. Je me dis, j'aurais aucun mal à trouver une forêt là-dedans, quoi, voilà. Et putain, on a été la chercher, il a fallu aller la chercher loin, quoi, voilà. Et puis un jour, je suis tombé sur ce hêtre, qui est très majestueux, puis il y a une partie qui est tombée, qui est couchée au sol. Bon, alors toujours pareil, on cherche quand même toujours effectivement des endroits un peu remarquables, c'est-à-dire qu'il fallait quand même... c'est quand même toujours efficace dans un film quand on a un endroit que le spectateur reconnaît, où on instaure très vite une grande familiarité, quoi, voilà, entre le spectateur et le lieu. Et dans une forêt, effectivement, une forêt lambda, c'est vrai que souvent ça se ressemble d'un endroit à l'autre, quoi. Non, là, c'est vrai qu'il y avait, ce qu'il y avait de super, c'est qu'il y avait un petit périmètre avec un chemin qui arrivait là. L'arbre, enfin, ouais, j'ai trouvé un peu l'endroit idéal. Et puis même, oui, tout est un peu reconnaissable dans le coin. Et ouais, et puis si on ajoute à ça que bon, voilà, moi je voulais à tout prix tourner en automne. Et puis dans l'automne qui est quasi hivernal, quoi, c'est-à-dire la partie, la fin de l'automne où vraiment les feuilles sont jaunes ou rouges, de toutes les couleurs, quoi, voilà, où il y a toujours un peu une période hyper risquée parce que bon, je voulais aussi le brouillard, je voulais la pluie, je voulais le vent, je voulais tout ça. Mais c'est toujours un peu risqué parce qu'effectivement, déjà d'une année sur l'autre, ça bouge. Et, je veux dire, à 15 jours près, on n'est jamais trop sûr du coup. Et puis surtout, oui, là, c'est vrai que là, on était tellement en bout de course, en bout d'automne que sur les derniers week-ends, je priais pour que les feuilles restent accrochées aux arbres. Quoi, voilà. Et puis après, on travaille avec la chef-op, avec Pierre Maton. On travaille quand même pas mal
Ouais, les cadres, ben ouais, on met aussi la caméra à des endroits où on trouve l'endroit qui est le mieux où mettre la caméra, voilà. C'est pas toi qui fais bouger les feuilles. Non, alors ouais, on n'a pas terrassé ou planté des arbres. Aucun arbre n'a été maltraité pendant ce tournage. Des forts, Pas d'affaires, miséricorde, comme l'affaire Bambi. on a interdit ça de couper des branches aussi. Ouais. Je pose la petite dernière, parce qu'il nous reste 8 minutes 15. Je veux bien que tu nous parles de l'album photo. Parce que quand même c'est un objet important. L'album photo. Ah oui. Avec la photo du père Ouais. qui se baigne, tout ça. C'est un lieu auquel on retourne souvent, tout ça. Qu'est-ce que ça représentait? Pourquoi lui donner une telle importance? Et pourquoi le laisser d'une certaine façon dans un tel mystère, cet album? Eh bien, de toute façon, je pense que c'est là qu'on commence. Disons que. Alors, il y avait une discussion déjà avant, une première discussion dans laquelle on comprenait que Jérémy en pensait pour le. Son ancien patron. Mais comment il s'appelle? Est-ce qu'il a dit son prénom? Jean-Pierre. Merci. Ouais. Donc, je vois qu'il n'y en a que 6. Donc, il y avait une discussion, mais finalement, au bout d'un moment, on a viré cette discussion parce que ça fonctionne. Alors qu'on était persuadé qu'il y en aurait besoin pour que ça ne tombe pas comme les cheveux sur la soupe, que ça n'arrive pas de façon trop abrupte, que elle lui dit tu l'aimais toujours, quoi. Et finalement, l'album, c'est un peu ça qui sert, quoi. Franchement, quand même, Jérémy, on le voit 2 fois dans la photo du Jean-Pierre à Légagne, quoi. Il demande les négatifs. Et ouais, voilà, donc ça. Ouais, c'était effectivement pour faire comprendre ça, parce que sinon, je sais pas comment. C'était bien d'anticiper quand même le truc, quoi. Et puis c'est bien que je sois en train de regarder l'album photo. Après, je sais pas, est-ce que tu cherches autre chose de plus dans ta question? Non, c'est un truc Je sais pas si on va regarder tous les enjeux de la question. On imagine qu'il y a une attirance. Il y a d'autres questions? Merci. C'est le moment de gêne. C'est engueulé là, ouais. Ouais, il ne faut pas m'engueuler parce que moi j'ai passé ce vieux rêve qui bouge il y a très longtemps. Donc, non, c'était juste pour savoir si cette façon de ramener tout au présent, en fait, parce qu'il y a assez peu d'informations sur l'origine, la source originelle, le moment où il a été boulanger, etc., avec Jean-Pierre, de ramener comme ça les choses au présent avec peu d'informations. C'était ça mon sous-texte. D'accord. Et donc, je voulais savoir si ça se règle aussi au moment de la mise en scène ou c'est dès l'écriture, ça marche comme ça, les personnages sont posés dans ce décor, sans ramener un peu de leur background, de leur histoire. Est-ce qu'il y a des choses que vous éliminez à la mise en scène ou même au montage, ou que tu d'ailleurs? Ouais. Non, vous, parce qu'on est plusieurs quand même. Ouais. Disons que j'en discute aussi avec des gens, avec Laurent Luneta qui participe pas mal à la prépa, et puis avec le monteur aussi, à montage. Donc, ouais. Non, alors bon, déjà, oui, effectivement, quelqu'un comme Pedro Almodovar nous aurait fait une flashback, ouais, effectivement, dans la boulangerie avec Jean-Pierre. Moi, c'est vrai que non, c'est alors le flashback est un peu interdit dès l'écriture. Je ne pensais pas forcément au flashback, mais juste au fait d'avoir un ça. Et j'aime bien le fait que ce soit... c'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Et alors je reviens effectivement sur cette... Et même, c'est marrant parce qu'il y avait
Il y a notamment deux scènes où ils discutaient, il y avait des dialogues entre Jérémy et Martine, où ils évoquaient le passé, où ils évoquaient Jean-Pierre, où ils évoquaient ce que faisait Jérémy là, où elle avait un peu compris que de toute façon il n'était pas venu non plus faire l'apprenti que par amour de la boulangerie, quoi. Voilà, ça a amené les choses un peu plus. Et finalement, alors ça c'est, ouais, il y a deux séquences comme ça qui ont viré du scénario avant le tournage. Puis après, on les a remises pendant le tournage. Je me suis dit, tiens, non, il faut quand même les tourner parce que quand même on a besoin de ces informations. Et au montage, le monteur a proposé de les virer et j'ai dit, mais non, ça ne marchera jamais. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait très bien, quoi. Donc c'est marrant parce que oui, il y a un côté chasser le naturel et revient au galop, quoi. Dès que, moi, c'est vrai que finalement, il y a une logique à rester au moment présent, quoi. Finalement, mes films se déroulent sur 4-5 jours. Allez, peut-être que là, il y a une semaine, je n'ai pas calculé le nombre de passages de nuit, mais après, il y a un script qu'il a fait, il y a quelqu'un qui l'a fait, mais et ça se suffit, quoi. Je pense que c'est aussi par peur de psychologiser, de ramener trop de psychologie ou même de background, de biographie, je sais pas quoi. Finalement, ça se passe là, ça permet un peu plus de. J'ai l'impression que ouais, ça permet plus de possibilités, quoi, voilà, sur le moment présent, quoi, de pas complètement rappeler le passé, quoi, voilà. On va rester sur ces vertus du possible au présent. Voilà, merci beaucoup à Régine Vial, Charles Gilbert et Alain Guiraudy. Et n'oubliez pas de voter. Merci Alain. C'est vrai que votre vote peut être utile là, ouais.